Oui, vous parlez dans plusieurs de vos interviews de dystopie orwellienne pour justement expliquer toute cette surveillance que subissent les Chinois et plus précisément les Ouïghours. Si j'avais une autre question plus en tant que responsable politique, la Chine, dans la préparation de cet entretien, on a regardé un peu quelles étaient les motivations chinoises et telles qu'elles étaient présentées. De ce qu'on a compris, et dites-nous si on se trompe, mais la Chine vise à travers cette politique à unifier sa population, à vraiment faire un modèle unique, et les Ouïghours sont, par leur nature, leur religion, leur origine, sont contre ce modèle majoritaire et voulu par le régime chinois. Quel regard portez-vous sur cette politique de façon très générale? Alors, en fait, c'est même pas que les Ouïghours sont contre, c'est qu'on leur laisse même pas le choix pour ou contre. Il y a leur existence même en tant que nation, en tant qu'identité, en tant que culture, en tant que religion, est perçue par le pouvoir central comme une menace à ce projet unificateur. Mais ce projet unificateur, il n'est pas simplement unificateur à l'intérieur, il est aussi un projet de puissance externe. Et c'est pour ça que c'est lié au rôle de la soie. C'est pas simplement unifier l'ensemble des citoyens qui habitent sur la terre de Chine, c'est au-delà de ça, en faire une arme de conquête vers l'extérieur. Et donc toute la propagande nationaliste, elle est absolument fascinante en Chine. Il y a moi, je m'intéresse vraiment à ce modèle politique. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est l'invalidation de tout ce qu'on m'a appris quand j'étais à Sciences Po. C'est-à-dire que quand j'étais à Sciences Po, on me disait que voilà, vous avez un pays, vous vous ouvrez au commerce, nécessairement vous vous enrichissez, donc nécessairement émerge une classe moyenne, donc nécessairement, eh bien, vous devenez une démocratie puisqu'il y a des revendications de liberté politique qui suivent la liberté économique. En gros, vous vous ouvrez au commerce, et ben vous vous ouvrez aussi aux droits humains et fatalement, ben vous devenez démocratique. Là, on a un régime qui s'est ouvert économiquement parlant. On a un pays qui est devenu pivot dans le commerce international. On a un enrichissement, des centaines de millions de gens qui sortent de la misère, une classe moyenne qui émerge. Donc, de ce point de vue-là, c'est une grande réussite, le modèle chinois. Et on a tout le contraire d'une ouverture politique ou d'une évolution vers la démocratie et les droits humains. On a, au contraire, un glissement vers le nationalisme et le totalitarisme le plus féroce. Sous Hu Jintao, les Chinois étaient plus libres que sous Xi Jinping. Donc, en fait, on va dans le sens complètement inverse. Et donc, tout ce qu'on nous a raconté sur la Terre qui allait s'aplanir grâce à la globalisation et qui, en gros, connaîtrait la fin de l'histoire grâce à la généralisation du commerce, tout ça, c'était des balivernes. C'était profondément faux. On peut à la fois s'ouvrir au commerce et rester profondément autoritaire ou même accroître son autoritarisme. Et ce régime-là, c'est un régime hybride qui mixe les grandes idéologies qui sont affrontées au cours du XXe siècle. C'est ça qui est assez fascinant. Il y a le communisme, donc le Parti communiste chinois, qui est l'héritier des vieux partis communistes, qui installe un régime autoritaire à la soviétique. Il y a des éléments de nationalisme exacerbés, dont les Ouïghours font les frais. C'est toutes les nations qui refusent d'obtempérer à ce grand projet national chinois sont écrasées. Et il y a des aspects ultra-capitalistes, puisque la Chine, c'est aussi le royaume du capitalisme le plus débridé. Donc, en fait, ils mixent les trois idéologies qui se sont affrontées au cours du XXe siècle en un seul régime. Et le problème qui se pose, c'est que ce régime-là fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à quelque chose qui tient de briquet de broc, ça marche. Et donc, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que c'est un contre-modèle pour l'avenir. C'est vraiment un choix de société et de vision du monde. C'est-à-dire que quand vous dites dystopie, en même temps, c'est vraiment une dystopie. Dans le Xinjiang, c'est pas un truc d'archaïsme ce qui se passe. C'est des codes barres sur les maisons avec les flics qui passent et qui, en scannant le code barre, savent combien il y a de personnes dans la maison, s'ils font la prière, s'ils boivent du vin, s'ils ont eu des propos contre le parti, s'ils sont des bons adorateurs de Xi Jinping ou pas. Et en réalité, il y a un système de surveillance de l'homme qui devient tellement envahissant qu'il n'y a même plus un espace dans vos toilettes pour échapper au contrôle de l'État, quoi. Donc, moi, j'ai juste une institution qui résume toute la perversion de ce système, c'est l'institution des cousins, où en fait, quand par exemple un homme est déporté,
et ben dans la famille, il est remplacé par un cousin qui est un responsable du Parti communiste chinois qui vient chez vous et qui dort dans votre lit, qui peut vous violer et qu'en plus vous devez appeler cousin. Vous vous rendez compte de la perversion orwellienne du truc, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes censé appeler votre bourreau cousin, quoi. Et ça, pour moi, c'est un modèle politique qui est fondé sur l'antithèse de nos démocraties et qui malheureusement fonctionne et qui donc peut devenir un modèle qui s'exporte. Et enfin, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'affirmation de régimes autoritaires qui prennent exemple sur la Chine en disant, enfin, regardez, ça marche en Chine, l'Occident est en plein déclin et nous avons un nouveau modèle de développement qui va nous sortir de la misère sans tomber dans le chaos démocratique.